Et je laisse tout de suite la parole à Michel Nerneuf pour une série de délibérations concernant le logement et l'urbanisme. Merci. Je vais les faire de façon séparée parce qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. La première concerne le projet Quartier populaire à énergie positive qui trouve son origine dans le budget participatif voté en 2016. Et il se fonde sur un certain nombre de propositions. Celle que nous allons voter ce soir concerne la mise à disposition des toitures d'équipements publics parisiens à un tiers pour la réalisation et l'exploitation pour son propre compte d'installations photovoltaïques et, le cas échéant, subventionner cette opération au regard de son intérêt public local. Il y a eu donc un lauréat à cet appel qui est la SAS Énercitif et qui va pouvoir donc réaliser ce projet sur 9 écoles ou collèges parisiens. Nous sommes concernés, nous, par une école, l'école polyvalente de la rue Maurice Genevoix. Je vous invite donc à voter cette délibération qui prévoit d'un côté de signer la convention d'occupation du domaine public avec la société Énercitif et pour une durée de 22 ans avec un montant de redevance prévu plus 1% du chiffre d'affaires annuel dégagé par l'exploitation des panneaux sur les 9 toitures publiques, d'approuver aussi le versement d'une subvention de 685 460 € et de pouvoir signer la convention. Merci. La parole est à Daniel Prémel, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Philippe Durand. Et puis nous passerons au vote. Daniel Prémel. Oui. Effectivement, nous nous abstenons sur cette délibération qui nous pose problème et nous interpelle pour son double aspect. Positif, puisque effectivement notre soutien au développement d'une énergie renouvelable par le photovoltaïque est acquis et incontestable, mais négatif par son financement très élevé sous forme d'une subvention à un opérateur privé. Alors le projet est bien présenté car on ne peut pas être contre une opération qui participe aux objectifs du plan climat-air-énergie que nous avons voté tous ici à l'unanimité et au Conseil de Paris. Mais cette délibération, ce n'est pas que des objectifs et une réponse technique, mais c'est aussi une convention et un contrat dont les termes, sur plusieurs points, soulèvent des interrogations et attirent notre vigilance. Alors la ville paie près de 3/4 de l'investissement de l'installation des panneaux. On regrette que la subvention d'investissement à un projet privé soit si élevée au regard de la redevance demandée, qui semble dérisoire. De plus, EDF a une obligation de rachat de cette énergie, rachat subventionné par la contribution au service public de l'électricité. Par ailleurs, la délibération ne nous informe pas sur le modèle économique de la profitabilité du projet développé par Énercitif. Et enfin, la question du retour des panneaux et de leur recyclage pose problème. Au bout d'une vingtaine d'années que dure la convention, si la collectivité et Énercitif ne tombent pas d'accord, Énercitif démonte les panneaux que la ville ne récupère pas alors qu'elle les a largement subventionnés. Alors, devant toutes ces ambiguïtés et cette délibération, nous sommes donc favorables au développement solaire, on le rappelle, comme énergie renouvelable, mais le groupe communiste, devant cette ambiguïté, s'abstiendra. Merci. Philippe Durand. Oui, bien entendu, ne pas par personne. C'est bon là? Oui, bon alors. Oui, évidemment, nous sommes pour le photovoltaïque, il n'y a pas de souci. Je voulais simplement préciser par rapport à l'entreprise privée, pour Daniel, que c'est un projet, c'est une coopérative, et c'est un projet coopératif qui a été proposé par des habitants. Mais la nature de mon intervention est sur l'aspect de la loi. Effectivement, quand on fait du photovoltaïque, on peut récupérer pour nous l'électricité, mais on est obligé, de par la loi, de la revendre à EDF. Et on aimerait bien que ça change, parce qu'il y a quand même d'autres opérateurs que EDF dans l'espace français, et des opérateurs beaucoup plus verts que EDF. Non seulement le producteur est obligé de vendre à EDF, mais EDF est obligé de racheter
à n'importe quel producteur à un prix qui est fixé par la loi et qui fait l'objet de discussions sur sa hauteur. On a connu ces discussions pour la centrale photovoltaïque de la rue Pajol. On connaît aujourd'hui les discussions sur le plan solaire. Et on est, je crois, aussi dans une forme de système extrêmement centralisé qui mériterait d'être déconcentré et sur lequel des acteurs régionaux pourraient travailler. Mais aujourd'hui, le système de distribution étant unique, de fait, quand on réinjecte de l'électricité dans le système de distribution, on est obligé de le revendre à un seul acteur qui est obligé de l'acheter, et ça fait partie du modèle économique. Voilà pourquoi je pense aussi qu'il faut voter cette délibération qui va nous permettre quand même de développer le solaire dans Paris et sur des établissements, et en l'occurrence au bénéfice de familles des quartiers populaires, ce qui est important aussi. Donc je vais soumettre aux voix cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée. Je vous en remercie et je rends tout de suite la parole à Michel Nerneuf pour Cultivate Chapelle. Oui, Cultivate Chapelle, donc c'est le lauréat de l'appel à projet pour l'agriculture urbaine sur le toit de la Halle Fret. Un très beau projet. La société Cultivate Chapelle a sollicité la garantie de la ville de Paris pour 2 emprunts distincts de 1 million chacun d'euros. Et donc, compte tenu de l'intérêt du projet, je vous invite à voter cette délibération. Merci. Oui, Philippe Durand. Oui, comme l'a dit Michel, c'est un très beau projet. Il n'empêche qu'il y a une dizaine d'années, quand on parlait d'agriculture urbaine sur les toits, personne n'en voulait ou s'interrogeait, c'était quoi cette idée farfelue. Et donc, je remercie quand même que c'est une prédécesseur du groupe écologique, par la personne de Pascal Julien ici présent, qui ont proposé d'agriculture urbaine sur les toits. Je vous remercie. Merci. Je vais donc soumettre au vote cette délibération qui est pour unanimité. Elle est adoptée. La parole est à Michel Nerneuf. Délibération traditionnelle suite à une préemption au 8 boulevard de Clichy, 28 logements. Ces logements, la Libération propose de les céder à Aximo, qui, je vous rappelle, est une filiale de Paris Habitat, mais spécialisée dans la gestion des logements en diffus. On peut la voter. Monsieur Laurent Keinec. Oui, bah ça, je connais. Nous aussi, nous avons nos habitudes. Ah oui. Naturellement, nous allons voter contre cette cession d'immeubles qui ont été préemptés. Comme vous le savez, comme nous le pensons, ceci concourt à la raréfaction de l'offre de logements sur le marché, qu'il s'agit des particuliers des investisseurs. C'est une politique qui a pour conséquence, d'une manière générale et très insidieuse, de voir l'éviction des classes moyennes de Paris. Comme vous le savez, Paris perd des habitants et ça concourt à ce type de résultat. Et tout cela n'est décidé qu'en vertu de positions purement idéologiques, c'est-à-dire obtenir un certain nombre de logements sociaux à Paris, mais ici, c'est pas de la création de logements, donc ça sert à rien, c'est de l'argent totalement perdu. Nous votons donc contre. Michel. Oh, bon, on va pas reprendre le débat qu'on a à chaque fois. Pardon, Daniel Oui. Prével. Daniel Prével. Michel, mais moi qui vous dis qu'effectivement, je pense que le diffus est une réussite pour la mixité sociale. Et en tant que présidente de logement social, je peux vous dire que c'est là où nous réussissons le mieux, la mixité, et effectivement aussi l'intégration des populations qui sont le plus en difficulté dans d'autres quartiers. Donc voilà, mais faudrait nous suivre, monsieur, si vous voulez, je vous inviterai aux prochaines inaugurations. La mixité sans classe moyenne. Exemple. Alors, chacun va prendre la parole dans l'ordre. Ce débat, on l'a eu 200 fois autour de cette table, on va continuer à l'avoir, et on pose toujours la même question. Qu'est-ce qu'une classe moyenne? Qu'est-ce que la classe moyenne parisienne? Si on considère qu'un couple avec 1 ou 2 enfants formés de 2 salariés qui touchent chacun autour de 2 000 euros par mois, ce sont des classes moyennes, alors bien sûr que seul le logement social, et notamment le logement social conventionné, et notamment le conventionnement de logements, est une solution pour ces personnes. Parce que chacun sait ici quelles sont
les coûts du logement et du logement privé. Donc oui, cette politique, elle est importante. C'est, je crois, plus qu'important. C'est indispensable pour permettre à tous ceux qui ont droit au logement et au logement social de continuer à vivre dans Paris. Voilà pourquoi je vais soumettre en voie cette délibération qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée. Je vous en remercie et nous allons parler maintenant de l'îlot Croisset. Là encore, une délibération très technique, un échange entre la ville de Paris et Paris Habitat, 1 mètre carré par-ci contre 1 mètre carré par-là, pour mettre tous les plans à jour. Donc ça n'engage à rien du tout, même financièrement. C'est pour la construction du restaurant universitaire que nous avons inauguré ce matin, Monsieur le maire, avec vous, qui est un très bel endroit, bien éclairé, dans lequel les repas se passent dans un calme et un silence assez surprenant par rapport au confort acoustique, je dois dire, et aussi à la luminosité qui existe dans ce lieu, qui finalement est fort sympathique. Mais enfin là, il s'agit d'1 mètre carré contre 1 mètre carré. Je vous invite à voter cette délibération. Merci, pas de difficulté, unanimité, je vous en remercie. Et on passe à une délibération très importante puisqu'il concerne le programme Gare des Mines Fillette. La parole est à Michel Nerneuf. Merci. Alors je vous ai fait passer pour protéger les forêts un plan pour 2, pour éviter de... Voilà. Qui vous résume un peu le projet dans son ensemble. La délibération que nous avons ce soir consiste d'abord à approuver le bilan de la concertation préalable, à approuver les objectifs et les enjeux du périmètre d'intervention du programme et du bilan financier, approuver le contrat de concession par anticipation avec Paris et Métropole Aménagement et l'avis du Conseil de Paris sur le projet d'aménagement et l'étude d'impact, ainsi que la délégation à la maire de Paris de la compétence relative à l'ouverture et l'organisation de la participation du public par voie électronique, ce qui est maintenant réglementaire. Bien, maintenant, le projet, vous le trouvez aussi là-bas projeté, mais comme quand on est loin, on ne voit absolument rien. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'on vous propose ces plans que je vais commenter assez rapidement par rapport à l'ancien projet qui avait été travaillé, concerté, mais qui n'avait jamais débouché. La grande nouveauté de l'affaire et ce qui rend le projet d'actualité, c'est la décision d'y implanter l'Arena 2. L'Arena 2, donc le seul équipement important pour les JO de 2024, qui sera construit à Paris, finalement le 18e en hérite, et en hérite à cet emplacement. Et donc évidemment, comme il prend une certaine place dans l'aménagement, ça change et ça bouscule pas mal de choses. Pourquoi est-ce que c'est une très grande chose et un très grand bien pour le 18e d'avoir l'Arena 2 ? Parce qu'avec l'Arena 2, dans laquelle il y aura une salle de sport, dans laquelle un certain nombre de compétitions des Jeux Olympiques pourront se tenir, et puis des tournois ensuite importants de basket ou de sport en salle pourront ensuite avoir lieu, ainsi que des concerts, un petit peu à l'image de l'autre Arena, qui est un ancien Bercy, mais parce que aussi viennent s'y adjoindre 2 gymnases pour la proximité. Donc dans le bâtiment que vous trouvez en bas et à gauche, juste le long de la bretelle qui monte vers le périphérique et l'autoroute, vous avez donc à la place où était actuellement le parking, qui va bientôt être démoli ou qui a commencé, l'Arena 2. Avec donc 2 gymnases. Ce qui veut dire que si vous regardez et vous vous rappelez qu'il y a actuellement sur ce secteur un gymnase. Ce gymnase sera détruit et remplacé par 2 gymnases. Donc un gain d'un gymnase. L'autre chose, et donc, si vous voulez, on est contraint par un calendrier. Ça veut dire que l'opération qu'on attendait depuis 10 ans, maintenant, on sait qu'elle va pouvoir se réaliser, puisqu'il y a au moins cet impératif de 2024. L'autre chose importante, qui est une modification par rapport au projet ancien, c'est que les 3 terrains de grand sport, de grands jeux plutôt, vont être restés sur la rive sud, donc de ce côté-ci du périphérique,
Alors que dans les projets qui étaient avant, il n'y avait que 2 terrains d'un côté, et puis un autre terrain qui partait au nord du périphérique. Là, donc, c'était une autre contrainte que l'on s'est donnée, de faire que les 3 terrains de sport restent sur place. Autre innovation dans cet ensemble d'aménagement, la volonté de créer une place du quartier. C'est ce que vous trouvez juste devant l'espace de glisse parisien, qui lui, bien sûr, est conservé, ainsi que la chapelle, qui sera conservée, alors que dans les anciens projets, la chapelle, il avait été déjà discuté avec l'association de Cézanne pour éventuellement voir à la replacer ailleurs. Non, elle sera un des éléments de la placette, de la place du village, et l'espace jeune qui actuellement existe, la villa, sera maintenu, et il y aura aussi autour de la placette, alors quel endroit on ne sait pas trop encore, un équipement culturel à définir et un espace pour la petite enfance, halte garderie ou crèche. Pour relier la porte de la chapelle jusqu'à cette place, vous voyez qu'il y a, on la voit derrière les immeubles qui sont le long du boulevard Ney, il y a un mail ludique qui sera créé ici et qui donnera la possibilité donc a priori de façon piétonne de passer de la porte de la chapelle jusqu'à la place et de la place ensuite de continuer son cheminement jusqu'à la porte d'Aubervilliers en passant le long du square. Vous voyez qu'il y a donc sur le boulevard Ney construction d'un certain nombre de logements. Le plan qu'on vous a proposé était le plan que vous avez actuellement sous les yeux plutôt, et le plan d'avant la concertation. Et en réalité, l'esplanade de l'Arena, il est réfléchi actuellement de la faire à la place du premier bâtiment qui est noté sur votre plan. Donc en réalité, l'esplanade de l'Arena, parce qu'il faudra pouvoir accueillir 8000 personnes quand l'Arena sera pleine, et donc on a besoin d'espace, et donc cet espace-là sera dégagé. On se laisse la possibilité cependant, comme vous voyez que l'espace est compté, et que c'est un projet qui est fait au chausse-pied, on se laisse la possibilité de faire sur le long du boulevard Ney 2 à 3 émergences de 50 mètres, à l'image de ce qu'il y a à Chapelle Internationale. Pourquoi? Parce que comme le projet a réduit de façon importante d'intensité et de densité surtout, on a réduit d'1 tiers la densité des logements construits, des parties construites. Il faut quand même que l'on amène dans ce secteur des nouveaux habitants pour pouvoir permettre de désenclaver Charles-Hermite. Puisque je vous rappelle qu'un des buts essentiels de cette opération, c'était pas l'Arena au départ, même si l'Arena va nous aider à y arriver, c'était de travailler sur le désenclavement de Charles-Hermite et de permettre de faire que Charles-Hermite se trouve inséré dans un tissu urbain plus large, plus important, et dans lequel il y aura plus d'habitants, plus mixte, ce qui permettra la venue de commerce, peut-être plus inventifs et plus au service des habitants que ceux que l'on a maintenant, qui pourront aussi eux-mêmes gagner du chiffre d'affaires et donc peut-être se renforcer, puisque c'est un commerce qui est quand même assez fragile. Donc, le Paris Habitat étudie aussi une rénovation de Charles-Hermite dans les voies suivantes. La première voie, c'est d'essayer de transformer, en fonction des demandes de mutation, transformer tous les logements, ou la plupart des logements qui sont en rez-de-chaussée, et qui sont très inconfortables, parce que les gens sont obligés de fermer les volets toute la journée, pour des questions de sécurité, parce qu'il y a du bruit, etc. Donc, éventuellement, de pouvoir permettre à ces personnes qui le demandent de pouvoir muter dans un logement qui soit pas au rez-de-chaussée et de remplacer ces logements par des lieux d'activité, des commerces, etc. Donc de créer une véritable vie locale. Deuxième point, vous savez que quand vous êtes boulevard Ney et que vous prenez une des rues qui va en biais, vous n'arrivez pas à la rue Charles-Hermite parce qu'actuellement c'est fermé. Donc on va désenclaver tout ça pour permettre que les franchissements se passent normalement. On rajoute un immeuble que vous voyez en rouge entre le square Charles-Hermite et la cité Charles-Hermite. Au départ, il avait été
prévu de faire là aussi une émergence à 50 mètres. Finalement, la concertation a abouti au fait que non, il fallait que cet immeuble soit de la même hauteur que Charles Hermite, c'est-à-dire 31 mètres. Quand on continue et on prend la rue Charles Hermite, on arrive ensuite à la porte d'Aubervilliers, et là, on constate qu'est créé un immeuble-pont, un îlot-pont, qui va protéger l'école de la pollution et du bruit du périphérique. Là, on aura plutôt de l'activité dans ces immeubles-ponts face à ce qui va se construire de l'autre côté, dans la partie du 19e, c'est-à-dire Chanel, que vous voyez figurer en violet, en triangle, en haut. Puis nous arrivons donc dans la partie nord, gare des Mines. Les deux petits bâtiments qui sont actuellement utilisés par MU seront conservés, et vous voyez arriver une autre émergence, une nouvelle émergence de 50 mètres, qui sera du logement. Puisque là, on est en proximité de la ville, donc ce sera du logement. Par contre, quand vous allez tout au bout, et que vous prenez le long du périphérique, vous voyez, vous arrivez à Valentin-Abeille. Et Valentin-Abeille, cette cité qui était aussi complètement enclavée, dont on rappelle que les enfants doivent aller à l'école à Charles Hermite, et donc vous imaginez le trajet qu'ils font dans des conditions actuelles. La décision qui est prise, et qu'il va falloir travailler avec Quentin, c'est de faire que cet immeuble soit reconverti de telle façon qu'il n'y ait plus de logement familial, donc plus d'enfants. Donc soit de l'activité, soit du logement spécifique de personnes isolées, type étudiants ou type jeunes travailleurs. Voilà. Et toute la partie qui est entre Valentin-Abeille et l'immeuble du bureau dont j'ai parlé tout à l'heure, l'émergence, serait pour le moment, parce que nous n'avons aucune visibilité sur ce que veut faire Plaine Commune sur l'autre partie qui est, vous voyez au-dessus, au nord. Ça a été dessiné comme ça, mais on n'en sait rien. Si ce n'est qu'on craint qu'il y ait un hôtel de 300 chambres qui arrive par là et qui fasse plus de 100 mètres. Nous, nos émergences de 50 mètres, ça va être rien. Enfin, bon, pour le moment, c'est ce qui un peu est sur la table. Mais comme on n'a aucune idée de ce qui va se faire là, pour le moment, la décision qui est prise, c'est de créer, a priori, du tertiaire, mais de telle façon que les constructions soient réversibles et que si l'on souhaite transformer ces bâtiments tertiaires en logement, on puisse le faire sans difficulté. Ça dépendra uniquement du procédé constructif. Voilà. Donc, dernier point que je voudrais aborder, c'est en ce qui concerne les logements. 35% des logements sont du logement social, logement familial et logement spécifique. Alors que d'habitude, dans nos opérations d'aménagement, c'est plutôt 50, voire 60. Pourquoi ? Parce qu'on a tenu compte du fait qu'il y avait déjà dans ce secteur tous les logements sociaux de Charles Hermite. J'ai oublié de dire l'évolution aussi Charles Hermite, ce sera d'utiliser les mutations, pas simplement des rez-de-chaussée, mais d'un certain nombre d'immeubles, de logements en étage, par rapport à des gens qui veulent muter pour pouvoir y insuffler du logement étudiant. Et donc là aussi, exercer une certaine mixité de l'habitat même de Charles Hermite. Donc 35% seront du logement social, 35% sont du logement intermédiaire, et le reste, si le compte est bon, c'est 30%, sera du loyer libre ou de l'accession à la propriété. Voilà la délibération que je vous invite à voter. Je reviens peut-être, dernier point, sur les points forts de la concertation. Qu'est-ce qui en est sorti ? Ce que je vous ai expliqué sur l'esplanade, donc une réflexion différente sur l'esplanade. J'ai oublié de parler aussi de la passerelle. Alors j'en parle. Comme vous voyez sur votre plan, quand vous avez marqué EGP, vous voyez que un petit peu au-dessus, vous voyez en jaune et blanc quelque chose qui traverse le périphérique et qui va de l'autre côté. Pour le moment, l'idée d'une passerelle n'est pas encore acquise dans la mesure où la faisabilité d'une telle passerelle, qui va être très haute, c'est le seul endroit, un des rares endroits dans le 18e où le sud, le périphérique et le nord sont à même niveau. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on peut faire quelque chose. Mais du coup, si on fait une passerelle, on va monter très haut. Et si on monte très haut, il faut que ce soit PMR. Pour que ce soit PMR, il faut faire des rampes très longues. Ou alors des choses qui tournent. Donc, si vous voulez, ce
qu'il faudra voir, mais ça sera dans la discussion par la suite. La possibilité d'une passerelle existe. Pour le moment, il n'y a pas eu de présentation de passerelle qui donne envie, et on sait que dans Paris, par rapport à certaines passerelles qui ont été installées récemment, certaines sont bien vécues et sont utilisées, d'autres ne le sont pas. Mais ce qui est important quand même, c'est qu'à l'avenir, quand le boulevard périphérique sera devenu un boulevard urbain, il sera possible là de faire un passage avec des feux rouges et des passages piétons, puisqu'on est à cet endroit-là, et donc à ce moment-là, on n'aura plus besoin de passerelles. Voilà, chers collègues, comme dit Christian Noé, la présentation de ce projet. Merci beaucoup à Michel Lerneuf pour la présentation de ce très beau projet sur la gare des Mines, qui a un peu attendu et qui a connu une nouvelle vigueur grâce à l'arrivée de l'Arena 2, comme il le disait. Alors, je vais prendre les inscriptions. Donc, Daniel Prénel, Christian Honoré, Didier Guillot, Laurent Keinec, Sandrine May et Pascal Julien. Chacun peut faire danse dans son intervention. Daniel, Myriam El Khomri. Et on s'arrêtera là. Daniel Prénel. Une petite remarque. Effectivement, ce très beau projet est un peu gâché par la ligne du CDG Express qu'on voit effectivement en rouge en bas, que les habitants auront la joie de voir passer sans doute sans jamais le voir s'arrêter, et au tarif de 25 €. Donc voilà, je notais en tout cas malheureusement l'image. Merci. Christian Honoré. Oui, monsieur le maire. Sur le principe d'aménagement de ce quartier, nous sommes tous d'accord. Il a besoin d'un aménagement lourd. Monsieur Lerneuf nous a dit que le projet avait été revu, mais je suis désolé, le compte n'y est pas. Et malheureusement, nous n'allons pas pouvoir le voter, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord pour une raison de densification. Il y a trop de logements. Alors je veux bien que vous nous ayez parlé de points positifs, la création d'une place, l'église qui est conservée, si j'ai bien compris le parvis devant Arena 2 sera conservé, aménagé, ça sera un lieu de vie, ça c'est parfait, sauf que vous oubliez de dire qu'il y a 700 logements supplémentaires, que ce quartier a besoin d'équipements, certes, de commerce, c'est certain, mais il faut aérer. Et vous ne pouvez pas sans cesse densifier Paris. Je rappelle encore une fois que Paris est la 6e ville la plus dense du monde et qu'il faudra un jour que l'on cesse. Là, vous allez créer 700 logements. Alors, il y a du social, il y a de l'intermédiaire, il y a du privé. J'ai bien entendu que vous parlez de commerce, mais il n'y en a pas assez. Il faut qu'il y ait du commerce, il faut qu'il y ait des équipements, il faut qu'il y ait des lieux de vie, il faut qu'il y ait de la végétalisation, il faut que les gens se sentent heureux. Bien. Vous parlez qu'il va y avoir 2 gymnases, donc vous allez me confirmer que les riverains auront bien accès à ces gymnases, si j'ai bien compris, à l'intérieur d'Arena 2. Ça, c'est très important, puisque nous savons que c'est un quartier populaire et que il y a 2 ou 3 jours, j'étais avec Pierre Bournazel, on a fait une réunion au 90 rue Boulevard Ney. Vous avez encore construit des immeubles, les gens n'en peuvent plus. On ne peut plus continuer à densifier comme vous le faites, à bétonner. Ce n'est pas possible. Il faut au contraire végétaliser. Il faut qu'il y ait moins d'appartements, plus d'espaces verts, planter des arbres, créer un environnement agréable. C'est ce que demandent les personnes. Donc, malgré votre volonté et votre façon de présenter d'une manière agréable votre nouveau projet amélioré, modifié, nous dites-vous, je vous le répète, nous, on ne veut pas ça. On vous demande de revoir, d'écouter mieux, et enfin de créer un quartier agréable à vivre. Voilà.
Je voudrais quand même avoir une précision, Monsieur Nerneuf, que j'ai bien compris que le parvis devant la Arena 2, il n'y aura pas donc de bâtiment, comme il est indiqué sur le plan, mais que il y aura un espace, si possible végétalisé, pour que les personnes aient un espace plus de vie, quoi. Voilà. Merci. Et puis, pardon, excusez-moi, je voudrais aussi parler des immeubles de grande hauteur, enfin de grande hauteur, hauts, des immeubles, oui, pas de grande hauteur, mais Monsieur Nerneuf, ne jouons pas sur les mots. Là aussi, il faut que vous veilliez à faire un habitat à taille humaine. Voilà, je vous remercie. Didier Guillaume. Oui, alors moi je n'interviendrai pas exactement sous le même angle, c'est-à-dire que je n'ai pas de souci, en tout cas notre groupe n'a pas de souci à ce stade sur la question de la densification. Simplement, cette parcelle pour moi est un peu le symbole de trois abandons. On a eu beaucoup de projets sur ce secteur depuis longtemps, et je relève ici qu'il y a quand même trois beaux projets qui, alors pour des raisons diverses et variées, ont été abandonnés les uns après les autres sur ce secteur, et je trouve ça particulièrement dommage. Le premier projet, c'était celui de créer le premier quartier intercommunal à cheval sur le périphérique. Donc ça, c'était un très beau projet sur lequel nous étions engagés, et il y a eu de belles présentations qui avaient été faites. Bon, on n'a finalement plus qu'une petite passerelle. C'est un peu dommage. Deuxième grand projet, et vous imaginez qu'il me tenait à cœur, évidemment, c'était le projet du quartier universitaire international du Grand Paris, qui devait faire un grand site étudiant, en l'occurrence, là aussi à cheval sur Paris et Saint-Denis. Alors, il est vrai que, pour être totalement transparent, que ce grand projet a été abandonné avant tout par le refus de pleine commune, donc c'est pas la ville de Paris qui était en cause, mais voilà, je tiens quand même à souligner que c'était là aussi un beau projet. Et puis, le dernier projet qui n'apparaît plus dans ces cartons, c'était une autre arlésienne, si je peux dire, de notre conseil municipal. C'était le marché des 5 continents. Je ne le vois plus. Alors je sais que l'Arena a pris la place qui était prévue éventuellement pour ce grand projet, mais donc voilà, ça fait trois projets quelque part emblématiques dont nous avons beaucoup parlé depuis 10 ans ici, qui disparaissent finalement tel un manteau au dernier moment, au moment où on sort le grand projet. Après, sur le reste, il y a, je sais pas plus de critiques que ça a apporté, mais effectivement, je trouve vraiment que ça manque d'ambition par rapport à ce qu'on pouvait imaginer quelque part cette dernière parcelle isolée du 18e arrondissement, qui est effectivement particulièrement enclavée et qui aurait mérité sans doute plus de contenu. En tout cas, c'est la raison pour laquelle nous abstenons. Laurent Keinec. Merci, Monsieur le maire. Vous avez évoqué, Monsieur Nerneuf, une éventuelle réhabilitation de la cité Charles-Hermite par Paris Habitat. Puissiez-vous avoir raison, c'était pas tellement clair dans l'exposé des motifs et on n'a pas vraiment de date. Donc forcément, c'est un sujet d'inquiétude. Je voudrais insister sur la cité Charles-Hermite parce que celle-ci est particulièrement dégradée. Dégradation des façades, fissures au pied des bâtiments, des rats, donc une insalubrité générale. On ne peut pas imaginer un tel projet de telle envergure en négligeant l'existant. Et l'existant ici, c'est la cité Charles-Hermite. C'est vraiment très important. Tout à l'heure, on a également parlé de la densité et du désenclavement. Le désenclavement par la densité, c'est un concept qui m'échappe un petit peu. Mais Christian Honoré a développé tout à l'heure les éléments sur la densité. Donc, très clairement, il faut qu'il y ait un bon désenclavement de la cité Charles-Hermite, et on ne peut faire ce projet que si Paris Habitat se saisit vraiment de l'occasion pour prendre sa part de responsabilité et envisager sérieusement la réhabilitation de la cité Charles-Hermite. Et je signale que les deux conseillers de Paris du groupe, messieurs Honoré et Bournazel, ont envoyé en ce sens un courrier à Paris Habitat. Merci. Sandrine May. Merci, monsieur le maire. Oui, donc c'est vrai que, comme l'a dit Michel Nerneuf, la concertation a apporté beaucoup. Il y a eu beaucoup de nouvelles décisions, par exemple de conserver les terrains de sport, par exemple, voilà, et de créer cette fameuse place, enfin ce forum
urbain. Ceci dit, nous pensons qu'on peut aller plus loin parce que déjà nous ne sommes absolument pas convaincus de l'efficacité des immeubles de 50 mètres en matière de densification. Parce que, bon, on n'est pas a priori contre la densification, mais on pense qu'elle peut peut-être s'opérer par d'autres moyens. Alors on nous dit que c'est absolument impossible, mais pourquoi pas juste prolonger la ville telle qu'elle est, plutôt que de construire des immeubles hauts qui finalement créent plutôt une barrière, empêchent effectivement le soleil de passer, etc. Et en plus risquent de créer des recoins, des choses comme ça, des choses qui ne sont pas un urbanisme à visage humain. Donc, pour nous, soit il est possible de densifier, mais densifier autrement, soit moins densifier. Mais vraiment, pour nous, que les quartiers gardent un visage humain, c'est vraiment très important. Donc, en plus, pour avoir le droit de construire des immeubles de 50 mètres, il faut modifier le plan local d'urbanisme. Là, c'est pareil, hein, s'il faut le modifier, c'est bien parce que on a décidé collectivement que c'était pas une bonne chose pour Paris que ces immeubles de 50 mètres. Donc, pourquoi tout à coup, sur un espace particulier, considérer qu'on a le droit de faire autrement. Voilà. Sur le problème du parvis, donc effectivement, il n'y aura pas cet immeuble-là qui est devant le parvis, qui était, si j'ai bonne mémoire, un immeuble de bureau ou un hôtel. Bien sûr, c'est bien parce que ça dégage le parvis. Alors nous, les écologistes, nous aimerions avoir la garantie que cet immeuble ne sera jamais construit. Parce que dans la délibération, effectivement, c'est à l'étude que cet immeuble, enfin, voilà, l'immeuble ne serait jamais construit, ça serait issu de la concertation, effectivement, mais est-ce qu'on en est sûr? Parce que si après 2024, on nous dit finalement on va construire cet immeuble parce que maintenant les Jeux Olympiques sont passés, donc on n'a plus besoin d'une grande esplanade pour accueillir les 8000 visiteurs ou autres, enfin ça sera beaucoup plus probablement. Voilà, nous on aimerait avoir vraiment une garantie que cet immeuble ne sera pas construit. Et puis enfin, il y a le problème du périphérique. Donc, effectivement, nous, un quartier à cheval sur le périphérique, enfin, on n'a jamais été d'accord avec ça, hein, puisque tous ces quartiers à cheval sur le périphérique, tous ces éléments qui franchissent le périphérique, finalement, enfin, surtout les quartiers, c'est quoi? C'est couvrir le périphérique, et donc c'est entériner le fait que le périphérique continue à exister ad vitam aeternam, alors que nous sommes évidemment complètement contre cette idée, et nous étions d'ailleurs précurseurs dans le domaine, hein, puisque les écologistes, il y a, oh là là, je me tourne vers mon collègue Pascal Julien, mais avec notamment l'opération Carré Vert ou autre, à laquelle de l'herbe avait été de la végétation avait été plantée sur le périphérique pendant quelques minutes. Bref, enfin toutes ces opérations dans lesquelles nous revendiquions déjà la possibilité que le périphérique soit transformé en boulevard urbain. Donc évidemment, pour nous, c'est quelque chose qui nous tient encore à cœur, qui maintenant tient à cœur à beaucoup de gens, donc on en est ravis. Déjà, il faudrait que ça soit suivi des faits. Et puis, deuxièmement, du coup, pour ce genre de projet qui est en bordure du périphérique, ça pose tout un tas de problèmes sur lesquels Michel est revenu, hein, savoir passerelle ou pas passerelle, parce qu'effectivement, faire une passerelle qui après ne servira plus à rien, c'est pas une bonne idée. Donc là, c'est vrai que ça serait bien que les projets sur le périphérique, enfin, sa transformation en boulevard urbain soit accélérée pour qu'on puisse avoir une visibilité, pour qu'on puisse savoir exactement ce que vont devenir ces quartiers, puisque ça change tout, puisque par exemple il y a cette histoire d'immeuble pont. Finalement, si on fait un immeuble pont, c'est aussi parce qu'il y a le périphérique. Enfin bon, bref, est-ce qu'il y aurait besoin de faire un immeuble pont s'il n'y avait pas le périphérique? Si le périphérique était devenu une avenue. Donc voilà, ce sont sur toutes ces questions-là que les écologistes s'interrogent. Et donc, c'est pour cette raison que nous voterons contre cette délibération. Merci Pascal Julien, puis Myriam El Khomri. Merci Sandrine d'avoir fait allusion à cette action que nous avions conduite un dimanche en 2008, qui avait consisté à bloquer le périphérique pendant
presque une demi-heure, trois quarts d'heure, et à le transformer en boulevard urbain pour faire rêver. Donc effectivement, des pistes cyclables, des piétons, des arbres. Et on nous avait rigolé au nez. On a l'habitude, ici même, depuis 2001, combien de fois on ne s'est pas foutu de nous parce qu'on parlait un peu trop du bio, de repas végétariens, voilà, ben voilà. Sur le périph', on s'est fait bien rigoler au nez, sauf qu'aujourd'hui, on est content parce qu'il y a une mission d'information et d'évaluation, une MIE, qui est en cours à l'hôtel de ville et qui envisage très sérieusement les modalités, les possibilités, une réflexion sur la transformation du périph' qui n'est pas périphérique, d'ailleurs on dit périphérique, mais il est dans un cœur d'agglomération de 12 millions d'habitants, ça n'a pas grand-chose de périphérique. Il est périphérique à Paris intramuros, mais il n'est pas périphérique à l'agglomération dans laquelle c'est un anneau, mais c'est tout. Bref, cet MIE y travaille, on s'en réjouit. Et c'est vrai qu'il y a dans ce projet quelque chose d'incohérent, parce qu'avec ce pont et ces bâtiments dessus, on obère un petit peu, c'est une évolution en boulevard urbain. Imagine-toi un boulevard urbain qui soit excessivement couvert ou qui soit régulièrement couvert par de longs tunnels. Non. Donc il y a quelque chose là-dessus qui ne nous plaît pas du tout. Deuxième point, vous observerez que sur ce document, comme dans le propos de Michel Nerneuf, à aucun moment on nous a chiffré les espaces verts. On nous chiffre les logements, les bureaux, l'activité productive, les commerces, les hôtels, les équipements publics, mais pas les espaces verts. Pas les espaces verts. Et vous n'allez pas me dire que c'est les 3 hectares, à coup sûr, peut-être 4, oui, peut-être 6, ça c'est déjà beaucoup plus incertain qu'on nous fera à Chapelle-Charbon, qui suffiront à satisfaire les besoins, étant donné le nombre de logements considérables que l'on construit dans tout le secteur et auquel ce fameux jardin Chapelle-Charbon devra répondre. En revanche, nous voyons là, j'adore cette expression, les forêts linéaires. C'est l'expression en vogue chez les urbanistes, mais qu'adorent les politiques. Forêt linéaire, c'est quand même plus chic qu'alignement d'arbres. Souvenez-vous, à Chapelle internationale, le monde bas et le monde haut, c'est quand même plus chic que parler de rez-de-chaussée à usage d'activité et puis des étages à usage de logement. C'est ça le truc moderne quand on est un peu bling-bling. Alors là, de la forêt en ligne, on en a, mais elle n'est pas évoluée. Je ne méprise pas les alignements d'arbres. Moi, je ne parlerai pas de forêt en ligne. Hein. Pourquoi pas non plus jungle en ligne, voilà, forêt dense en ligne. Non, non. Moi, je parle de la réalité arbres alignés ou alignement d'arbres. C'est important les alignements d'arbres parce qu'effectivement, ça constitue des trames vertes dont on a besoin. Mais reste que, comme par hasard, on n'a pas de chiffres, vous le remarquez, sur les espaces verts. Troisième remarque, la première était sur le périph', un peu obéré par le projet. La deuxième, je viens de le dire, sur le manque d'espaces verts. Troisième remarque, je vais reprendre, parce que j'avais prévu de le dire, effectivement, le marché des 5 continents. Voilà une belle idée, pour le coup, qui n'est pas une idée des écologistes, elle avait été exprimée par Daniel Vaillant, mais on se l'était appropriée très rapidement, parce qu'elle nous paraissait très bonne, très très bonne, et qu'en attendant, on n'a rien à proposer à Château-Rouge pour grossistes et demi-grossistes. Je ne dis pas que ce marché des 5 continents aurait tout résolu à Château-Rouge, les modalités sont toujours restées très vagues, mais enfin, le projet n'a jamais été suffisamment approfondi, et là, il est carrément abandonné. Franchement, on ne peut que le regretter, c'est un petit peu grave. Enfin, quatrième point de mon intervention, on ne nous parle pas vraiment d'écoquartier. Enfin, c'est un peu dommage. On a les derniers espaces à Paris où on peut créer des morceaux de ville nouveaux. Et les critères d'écoquartier tels qu'ils avaient été définis par Cécile Duflot, ministre du Logement, et puis ils ne sont plus
publiés, qu'on peut les voir, eh ben, moi, je n'ai pas lu beaucoup de choses là-dessus. Je n'ai pas entendu beaucoup de choses là-dessus. Je n'ai pas beaucoup d'engagement là-dessus. On va nous faire des trucs qui seront conformes au plan climat parisien. Ok, merci. Mais enfin, on pourrait essayer d'aller un petit peu plus loin. On pourrait quand même essayer de faire mieux. Pour les derniers morceaux de ville que l'on construit, il n'y a pas beaucoup d'ambition. Voilà pourquoi, et mon propos ne fait que compléter ce qu'a dit Sandrine, nous voterons effectivement contre, mais nous présenterons des amendements au Conseil de Paris, et notre vote contre ce soir, peut-être, je l'espère, évoluera au Conseil de Paris. Je vous remercie. Merci Myriam El Khomri, puis Dominique Mangel. Merci Monsieur le maire. Tout d'abord, je remercie Michel Lerneuf pour sa présentation très claire. Monsieur Kenneth disait tout à l'heure, il faut prendre en compte la réalité. La réalité, en effet, il y a une urgence à la fois de désenclaver Charles-Hermite, mais également Valentin-Abeille. Et moi, je me réjouis justement qu'on détruise, qu'on interdise des appartements familiaux à Valentin-Abeille, parce que pour avoir connu les problèmes d'insécurité à Valentin-Abeille, j'imagine que Sarah Proust aujourd'hui œuvre aussi pour améliorer les choses. C'est une situation qui est extrêmement complexe pour tous les habitants, pour tous les enfants qui vont à l'école Charles-Hermite. Et ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle par rapport à cette situation que nous connaissons aujourd'hui. Et j'espère que les résidences Antin anticiperont, travailleront bien, notamment avec les amicales de locataires, pour permettre justement que les personnes qui vivent dans cette résidence puissent trouver un logement, on va dire, dans un environnement plus favorable. Deuxième élément, j'entendais Monsieur Honoré dire il faut plus de commerce et c'est trop dense. Il y a aussi une réalité aujourd'hui. Je vous rappelle que le tabac, la boulangerie ont fermé il y a quelques années parce qu'il n'y avait pas de clients. Il y avait des problèmes d'insécurité, mais il n'y avait pas de clientèle. Donc c'est quand même une réalité lorsqu'on implante des commerces. Il est important aussi d'accompagner cela par l'implantation aussi d'habitants pour justement que ces commerces puissent fonctionner, parce que nous avons connu beaucoup de fermetures de commerces sur Charles-Hermite. Troisième élément, bien sûr, j'ai aussi un regret, ça fait 25 ans, non pas 10 ans, mais 25 ans que nous parlons du marché des 5 continents, mais voilà, donc c'est une réalité, on ne peut pas l'imposer non plus à nos voisins de cette manière-là. Et dernier élément, ce quartier a toujours été marqué, notamment la cité Charles-Hermite, par une surreprésentation des familles monoparentales, des mères seules avec enfants. J'espère que dans la programmation des équipements, il y aura des équipements pour aider les femmes dans leur vie quotidienne. Je crois qu'on était à près de 40% de familles monoparentales sur la cité Charles-Hermite, l'une des plus grandes surreprésentations sur tout Paris, dans les quartiers dits de la politique de la ville. Il faut que nous ayons véritablement des équipements, des crèches d'insertion professionnelle pour les aider justement à retrouver un emploi et à faire garder leurs enfants. Enfin voilà, je sais qu'on n'en est pas encore à l'ultime programmation de tous les équipements, mais cette situation des mères seules avec enfants, elle est très importante dans ce quartier-là, et il faut qu'il y ait véritablement des équipements pour y répondre. Dominique de Mangel. Oui, petit élément aussi d'information. Il y a longtemps qu'on a souhaité, et je me suis plusieurs fois exprimée en ce sens, que les projets d'urbanisme de la ville de Paris fassent l'objet de bilans de santé. Et donc, je voudrais saluer le fait que la ville s'engage dans cette démarche et que le premier point d'application de cette démarche sera le projet Gare de Lille. Et donc, c'est une démarche nouvelle qui va permettre d'objectiver un certain nombre d'éléments, d'objectiver la situation actuelle à partir d'un certain nombre d'indicateurs et au fur et à mesure du déroulement du projet d'urbanisme, d'abord dans sa conception, puis dans sa réalisation, d'effectuer des mesures correspondantes. Et un des éléments premiers, ici, un des points d'application prioritaires, sera la santé des enfants et l'accompagnement par leur famille à travers, l'étude a déjà commencé aujourd'hui, à la fois avec des éléments objectifs sur la santé des enfants et sur l'accompagnement par les familles avec d'autres éléments de caractère plus sociologique. Donc je voulais saluer cette démarche et l'engagement de la ville
dans cette première optique qui me paraît un élément. Il y a déjà eu d'autres projets. Certains pays ont intégré de manière obligatoire les bilans de santé dans les projets d'urbanisme. La ville de Paris s'engage dans cette voie, et je voulais le saluer à l'occasion de ce projet. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Michel Ernoff pour donner un certain nombre d'éléments de réponse. Moi, je voulais vous dire que je regarde cette délibération avec, au fond, beaucoup d'enthousiasme. D'abord parce que Michel Ernoff l'a dit, c'est un projet qui avance et qui avance vite. Or, les problématiques qui sont aujourd'hui celles notamment de Charles Hermite, et Myriam El Khomri l'a dit avec beaucoup de force, elles sont urgentes. Donc, je suis content qu'on accélère parce qu'on en a besoin. 2, je suis très heureux que nous ayons obtenu que nous puissions, à la porte de la Chapelle, en plus de l'arrivée du campus Condorcet de Paris 1, avoir un autre équipement très qualitatif, de très grande importance, qui puisse faire venir à la porte de la Chapelle un public nombreux, une équipe en résidence, des équipements publics importants. Parce que c'est le signe que c'est dans ces quartiers, notamment dans ce quartier de la porte de la Chapelle, que nous voulons prioritairement investir, parce que c'est aussi une façon d'apporter des solutions à des problématiques actuelles sur ce secteur, et cette volonté d'avancer, c'est la nôtre. C'était la nôtre en arrivant à obtenir que Condorcet s'y installe, c'est la nôtre aujourd'hui avec cet grand équipement, le seul équipement intramuros DGO qui sera construit à la porte de la Chapelle. Bien sûr, l'arrivée de l'Arena entraîne une modification des différents projets tels qu'ils ont pu exister ces dernières années. Et c'est comme ça qu'on fait la ville. Pas en s'arrêtant à des projets, mais en les adaptant à la réalité d'aujourd'hui. Et en saisissant les opportunités qui nous sont offertes. Dans les premiers projets de la Gare des Mines, la perspective d'avoir les Jeux n'existait pas. Donc forcément, la programmation était différente. Aujourd'hui, cette perspective, elle est une réalité. Et je pense que c'était aussi mon rôle de maire de veiller à ce que notamment ce quartier de la porte de la Chapelle puisse bénéficier des retombées positives des JO. Et on le verra, à Fabio Bellotto, il travaille aussi sur les questions d'emploi, aussi bien dans les phases de chantier qu'ensuite. Parce que c'est comme ça qu'on construira ce quartier. Et puis parce que je pense que ce quartier, il est tel qu'il est aujourd'hui pensé, il y a sûrement des modifications encore un petit peu à apporter, mais il est très équilibré. Et d'ailleurs, j'ai entendu une très grande contradiction, notamment dans l'intervention de Christian Honoré. Comment fait-on pour imaginer, comme vous le souhaitez, qu'il y ait plus de commerce et plus de lieux de vie s'il n'y a pas plus d'habitants? Qui seraient les clients des commerces? Qui seraient les participants au lieu de vie si nous n'imaginons pas que dans ce quartier, il puisse y avoir un peu plus d'habitants? Mais de la même façon, qui permettrait une mixité plus grande dans les écoles Charles Hermite s'il n'y a pas plus d'habitants? Qui imaginerait une animation commerciale plus forte s'il n'y avait pas plus d'habitants? Et je pense que ce quartier aujourd'hui, qui comporte beaucoup moins de logements que dans les premières estimations avant l'Arena, est très équilibré. Moi, je pense qu'il faut sortir de ce débat très théorique, très principiel sur les questions de densité. La densité, elle ne se regarde pas en soi. La densité, elle se regarde en fonction des besoins de population des quartiers. Et la question qu'il faut se poser, c'est pas de savoir combien d'habitants au mètre carré, c'est combien d'habitants, et en l'occurrence, combien d'habitants supplémentaires sont utiles pour qu'un quartier retrouve de la qualité de vie. Et alors, moi, j'aurais été totalement opposé à un projet sur la Gare des Mines s'il n'y avait pas eu, raisonnablement, comme c'est le cas aujourd'hui, des habitants en plus. Parce que les problématiques que nous évoquons au quotidien avec les habitants de Charles Hermite, ils viennent d'abord que c'est effectivement une cité qui est enclavée, qui est appauvrie, qui est trop petite et qui entraîne des difficultés de vie très importantes. Alors oui, il faut la désenclaver. Désenclaver comment? D'abord, excusez-moi Monsieur Keinec, nous avons fait le tramway. C'est quand même une façon assez directe de la désenclaver. Nous avons aussi obtenu l'arrivée de la gare Rosa Parks et donc du RER à la porte d'Aubervilliers. Et puis nous travaillons avec nos voisins de Seine-Saint-Denis sur l'arrivée du tramway de Seine-Saint-Denis. Mais ça ne suffit pas. La réalité de ce quartier aujourd'hui, c'est qu'il y a juste en face une grande barre construite qui s'appelle la barre Ney, qui, à ce stade, peut-être un jour sera-t-elle traversable, mais n'est pas traversable. Et donc, pour permettre de désenclaver ce quartier, oui, il faut des équipements publics supplémentaires qui attirent de la population,
c'est le sens de l'aréna de la Porte de la Chapelle, et il y faut des habitants supplémentaires, parce que nous ne demanderons pas aux habitants du quartier de l'Évangile d'aller mettre leurs enfants à l'école Charles Hermite, c'est tout simplement parce que c'est trop loin. Parce que c'est trop loin, parce que nous devons prendre en compte non pas la théorie, non pas des grands principes sur des papiers, mais des réalités. Et cette réalité, c'est ce que vivent les habitants de ce quartier, et c'est ce vers quoi nous voulons tirer ce quartier. Et donc moi, je me refuse complètement à cette vision très théorique de la densité. La densité utile, elle n'est pas la même dans les différents quartiers, et en l'occurrence, pour ce qui est de ce quartier, je pense qu'il lui faut des habitants en plus, dans la diversité sociologique qu'évoquait Michel Merneuf, avec les répartitions telles que nous les avons aujourd'hui prévues. De la même façon, je me réjouis que nous puissions couvrir le périphérique au droit des écoles Charles Hermite. Pas parce que je ne pense pas que le périphérique ait vocation à évoluer à court ou à moyen terme, mais parce que, là encore, il faut regarder les réalités telles qu'elles sont. En l'occurrence, non pas des réalités sociologiques, mais des réalités topographiques. Il s'avère qu'au droit des écoles Charles Hermite, le périphérique est très fort enfoncé. Il y a un dénivelé très important. Donc que le périphérique soit un boulevard urbain ou le périphérique actuel, la réalité c'est qu'il est à plusieurs mètres en dessous du niveau de ces écoles. Et donc même si effectivement il était moins polluant, ce qui est un objectif que nous partageons, même si effectivement il était moins bruyant, ce qui est un objectif que nous partageons avec cette idée de le modifier, il serait encore à des mètres et des mètres en dessous du niveau des écoles. Et donc il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de sens à l'arrière des écoles de Charles Hermite, de ne pas imaginer un quartier qui puisse continuer à exister à la hauteur des écoles. Bien sûr que plus au fond, ce serait peut-être mieux. Mais la réalité, c'est que ce qui est intéressant avec le projet tel qu'il est, c'est que nous remettons à l'arrière des écoles un espace qui ressemblera à un vrai espace urbain et pas à un puits qui tombe au fond d'un trou. Et donc ce projet de couverture à cet endroit, il a beaucoup de sens. Mais c'est vrai, Michel Merneuf l'a dit, je m'interroge, on est un certain nombre à s'interroger sur l'utilité pour le coup de créer une passerelle. Parce que si nous obtenons que ce boulevard devienne rapidement un boulevard urbain, le plus rapidement possible, alors il n'est peut-être pas très utile de créer une passerelle au seul endroit où par ailleurs dans le 18e le périphérique est à hauteur de la rue pour traverser un périphérique que nous pourrions peut-être traverser à pied quelques années plus tard. Donc je partage la réflexion sur le périphérique, mais je crois que là encore il faut coller à la réalité, en l'occurrence à la réalité géographique ou topographique de cet espace. Parce que c'est trop facile de faire de l'urbanisme sur le papier sans coller à ces réalités et sans penser à ces quartiers. Si on crée un espace supplémentaire, si on crée un espace culturel supplémentaire, c'est bien pour que des gens en bénéficient, et notamment les habitants de ce quartier. Et si nous voulons mettre des étudiants, si nous voulons mettre du logement spécifique, il faut bien que nous puissions aussi y mettre des familles. Tout n'est bien sûr pas parfait. Rien n'est jamais parfait. La réalité de l'enclavement de la cité Charles Hermite, elle existe. Et donc, ce que nous devons faire, c'est apporter le plus rapidement possible des réponses. Et c'est ce que nous faisons avec ce projet que je regarde avec vraiment beaucoup d'intérêt. Mais aussi, je pense qu'il aurait été préférable que nous puissions avancer plus vite avec nos voisins de peine commune sur la partie qu'ils urbaniseront peut-être, eux, ensuite. Mais là encore, le choix était d'attendre ou d'avancer. Et notre choix, c'est comme toujours d'avancer sans attendre, parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la qualité de vie des habitants de Charles Hermite. Bien sûr que je préférerais que le Charles de Gaulle Express, comme le disait Daniel Prébel, ne se fasse pas. Mais ce n'est pas malheureusement entre nos mains. Et donc en attendant, nous devons continuer à urbaniser et à travailler sur l'urbanisme de cette zone. Bien sûr que je pense qu'il y a encore des opportunités d'imaginer dans un périmètre proche cet outil qui est le marché des 5 continents, auquel j'ai moi-même beaucoup travaillé et auquel je tiens beaucoup. Mais Myriam El Khomri l'a dit, difficile de l'imposer comme ça n'importe comment aux autres. Et donc nous continuons à travailler. Vous voyez qu'il y a quand même tout un secteur au nord de cet aménagement qui existe encore, et puis il y aura ensuite les terrains du bois, et nous pourrons là encore y travailler. Enfin, bien sûr, mais Michel Merneuf pourra en donner des éléments, mais ceux qui étaient présents à la réunion publique de restitution que nous avons organisée au gymnase des Fillettes le savent, bien sûr qu'une réhabilitation de la cité Charles Hermite est prévue. La cité Charles Hermite, elle a déjà été réhabilitée.
Elle a connu différentes époques. Elle a été résidentialisée, comme on dit, en mettant beaucoup de grilles partout. Elle a été végétalisée, puis un peu dévégétalisée compte tenu de problématiques de rongeurs dans différentes courbes. Et bien sûr que nous travaillons avec Paris Habitat, qui a pris auprès des habitants des engagements aussi pour faire en sorte que nous puissions faire en sorte que la cité Charles-Hermite bénéficie totalement de l'ensemble de l'aménagement qu'il y aura autour de Charles-Hermite. Et du coup, je crois que ce projet, c'est d'abord une merveilleuse opportunité d'avancer et d'avancer vite pour cette partie du 18e qui connaît des défis immenses, chacun les connaît ici, de la porte de la Chapelle à la porte d'Aubervilliers. Et donc moi je m'y engage avec beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est ça aussi le rôle d'une mairie, de repenser la ville, mais de la penser sur la base de ce qu'elle est, de la réalité d'aujourd'hui, et de la faire évoluer dans ce sens-là. Voilà pourquoi je vais voter avec beaucoup d'enthousiasme ce projet. Il y a encore des choses qu'il faut travailler. La question du mail planté est une question. Comment faire vivre une esplanade? On le voit, c'est pas facile. Quelles vont être les conséquences de l'arrivée de l'Arena? Tout ça est encore à travailler. Mais les principes tels que nous les avons fixés, et notamment les principes en matière de logement, c'est des principes qui comptent. Et je vous invite les uns et les autres vraiment à aller regarder de près la situation, à regarder non pas un calcul théorique ou principiel, mais la nécessité pour ce quartier d'avoir des habitants supplémentaires, et je pense que chacun ici sera convaincu que c'est un besoin pour ce quartier, et pour ce besoin, il faut aussi avoir un certain nombre de gestes, et notamment de ces émergences, qu'on doit les discuter, on doit les regarder, mais il faut aussi du beau et de l'exceptionnel, et c'est ce que nous allons arriver à faire. Michel Hernoff. Bon, bah, vous avez dit l'essentiel, simplement quelques précisions par rapport aux questions qui ont été posées et sur lesquelles vous n'avez pas forcément apporté toutes les réponses. Monsieur Kélec, je crois me souvenir que vous étiez à la réunion publique de restitution, je pense, au gymnase. Me confirmez? Oui. Donc, vous avez vu, et ça c'est aussi une réponse pour Pascal Julien, je vous ai présenté, et il n'y en a pas beaucoup qui le font ici, dans cette enceinte, parce que c'est pas très pratique de donner comme ça des documents. Je vous ai présenté une feuille tirée d'un PowerPoint de 50 pages. Alors, il se trouve que cette feuille, je l'ai choisie parce que c'est celle qui montrait le mieux l'aménagement et qui permettait de le comprendre. Mais à ce moment-là, il traitait quoi? La répartition programmatique des équipements publics et des logements. Donc, il n'y a pas les espaces verts. Donc, voilà pourquoi. Je crois savoir que les conseillers de Paris, puisque nous ne sommes pas les grands élus, donc pas les petits élus, ont reçu aujourd'hui de la direction de l'urbanisme pas des DVD, des CD, dans lesquels vous allez avoir des tonnes de documents. Eh ben, bonne lecture. Donc vous aurez tout le temps de lire ça avant le Conseil de Paris. Et une autre réponse aussi. Pourquoi est-ce que dans la délib, il n'est pas tellement parlé de Charles-Hermite? Parce que Charles-Hermite, c'est l'affaire de Paris Habitat. Et donc ça n'a pas lieu d'être dans une délibération qui traite de ce que va faire la ville. Alors, c'est mentionné, mais vous l'avez vu à la réunion publique, Paris Habitat est intervenu, et dans ce PowerPoint que vous retrouverez dans ce CD qui vous a été envoyé, à vous les grands élus, vous retrouverez toute la présentation faite par Paris Habitat sur son intervention. Voilà ce que je voulais préciser, et sinon sur tout le reste, vous avez dit l'essentiel, et moi aussi, comme toi, Didier Guillot, comme d'autres, je regrette, mais Plaine Commune n'est pas intéressé pour le moment pour travailler sur le sud. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres priorités dans le nord de son territoire, et que donc ça nous menait à attendre, à part l'hôtel qui va peut-être arriver, là, l'hôtel dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui passera, mais sur tout le reste, voilà, donc il n'y avait pas moyen d'avancer avec eux, et c'est regrettable, je le conçois tout à fait. Voilà, je vous invite donc à voter la délibération. Moi aussi, et je vais la soumettre aux voix. Qui est pour? Levez bien les mains. Qui est contre? Levez bien les mains. Qui s'abstient? Elle est adoptée et je vous en remercie.